Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Auré-Lana-Pepin, bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 11 au 17 septembre. Nous commençons cette semaine à Saint-Sauveur où le 12 mai dernier s'est déroulée la première rencontre Jason Urbanisme c'est permis avec le service de l'urbanisme. Animé par le directeur Nicolas Meyer, ce moment d'échange a permis de présenter le service de l'urbanisme et de répondre aux questions des citoyens présents. Si vous avez manqué cette opportunité, une autre rencontre aura lieu le vendredi 22 septembre prochain, de 9h à 11h à l'Hôtel de Ville. Vous serez accueillis dans une ambiance conviviale et décontractée où breuvages et viennoiseries seront offerts. L'accueil des citoyens dans la salle du conseil se fera à 9h. La présentation du service de l'urbanisme se fera à 9h15. Les sujets traités seront le rôle du comité consultatif d'urbanisme, l'utilité des règlements d'urbanisme et le cheminement d'une plainte de A à Z. À 9h45, il y aura des échanges et une période de questions. Si vous avez toujours eu des questionnements sur le fonctionnement du service de l'urbanisme ou si vous souhaitez mieux comprendre l'accompagnement offert, c'est l'occasion tout indiquée d'obtenir réponse à vos questions. Au courant de l'automne 2023, le Service de l'environnement et du développement durable de Saint-Sauveur organisera 2 consultations publiques dans le cadre d'actions prévues au plan d'action en environnement 2021-2023. La participation citoyenne étant primordiale dans la mise en place de nouveaux projets à Saint-Sauveur, les citoyens sont invités à y participer. En collaboration avec l'organisme Éco-Corridor Laurentien, le service travaille actuellement à l'élaboration d'un plan de conservation des milieux naturels. Pour alimenter sa réflexion, le service a réalisé au mois de mai dernier un sondage auprès de la population. Cette fois-ci, il souhaite que les résidents se prononcent sur une vision et des objectifs de conservation des milieux naturels de Saint-Sauveur. Les citoyens sont donc invités à participer en grand nombre à cette activité de consultation qui aura lieu le mercredi 20 septembre à 18h30 au chalet Pauline Vanier. L'inscription est requise et les places sont limitées. Depuis le début de l'année, le service œuvre à l'élaboration d'un plan local de valorisation des paysages qui compte identifier les paysages naturels d'intérêt de la ville. Cette démarche a pour but de proposer des actions visant 3 objectifs. Protéger et mettre en valeur les paysages sauverois, établir des priorités de protection et de mise en valeur et proposer des recommandations réglementaires. Afin de prendre part aux orientations qui seront mises de l'avant, les sauverois sont invités à faire part des paysages qui leur tiennent à cœur. De type porte ouverte, cette consultation publique favorisera l'échange d'idées entre les personnes présentes et aura lieu le mercredi 11 octobre à 18h30 au chalet Pauline Vanier. L'entrée est libre et aucune inscription n'est requise. Pour toute question à propos de ces consultations publiques, communiquez avec le service de l'environnement et du développement durable à environnement@vss.ca. La Ville de Prévost poursuit sa quête pour un avenir durable en lançant une 2e phase de consultation pour le projet innovant de contenants réutilisables. Après le succès de la première rencontre en juin, la Ville sollicite à nouveau la participation active de la communauté. Si vous avez à cœur l'environnement et l'avenir de votre ville, joignez-vous à cette initiative en participant à cette démarche éco-responsable. Inscrivez-vous dès maintenant par courriel à environnement@ville.prévost.qc.ca pour la prochaine rencontre de consultation prévue à la fin du mois de septembre. Restez à l'affût pour les détails concernant la date et le lieu de cette importante réunion. Votre engagement est essentiel pour construire un Prévost plus vert et plus durable. La MRC des Pays d'en haut souhaite obtenir des offres afin de louer l'aire de restauration à une entreprise qui comblera les besoins alimentaires des clients du centre sportif Pays d'en haut, situé au 252 boulevard de Sainte-Adèle à Sainte-Adèle. L'offre alimentaire devra être variée et saine. Le locataire doit également détenir un permis d'alcool qu'il s'engage à maintenir en vigueur pour toute la durée du contrat. Le menu pourrait notamment inclure des sandwichs de type panini, des nachos, des soupes, croissants, bagels, muffins, barres énergétiques, un bar à salade, des jus de fruits frais, des smoothies, du café et de la bière en fût. Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents via le site web de la MRC des Pays d'en haut qui sont disponibles en ligne depuis le mois d'août. Ils peuvent également déposer leur offre au bureau de la MRC situé au 1014 rue Valiquette à Sainte-Adèle. Le Centre intégré de services sociaux
de santé et des services sociaux des Laurentides est heureux de présenter un projet novateur mis en place dans son centre de réadaptation de la rue Boyer à Saint-Jérôme. Des décors créatifs ont été aménagés dans les locaux afin d'offrir un environnement de réadaptation ludique et stimulant aux personnes ayant des déficiences de langage, visuelles ou auditives. Ces décors plongent les participants au cœur d'une ville fictive qu'ils peuvent explorer dans le cadre des thérapies. De plus, sur un autre étage, un voyage imaginaire est proposé grâce à des locaux aménagés pour représenter différents pays du monde. Cette initiative innovante vise à améliorer l'expérience de réadaptation tout en favorisant l'épanouissement des individus concernés. Le projet intitulé Diversité a entièrement été conçu et réalisé par l'équipe d'intervenants du Centre de réadaptation. Le premier étage est spécialement conçu pour une clientèle pédiatrique, notamment ceux avec une déficience auditive et du langage. Les corridors sont aménagés sous le thème d'une ville municipale où chaque bureau représente un environnement différent, tel qu'une caserne de pompiers, une boulangerie, une chocolaterie ou une animalerie. Cette conception ludique permet aux enfants de s'immerger dans un environnement stimulant tout en facilitant leur apprentissage et leur développement. Les intervenants utilisent les décors de manière thérapeutique durant les séances. Par exemple, le local à l'allure d'une animalerie permet de travailler de manière ludique et interactive sur la prononciation des mots en présence d'éléments stimulants tels que des peluches, ce qui favorise l'apprentissage et l'expression verbale des enfants. Cette approche interactive permet de créer un espace attrayant pour les usagers autant que pour les employés. Une carte touristique a aussi été créée par les intervenants du centre de réadaptation pour permettre aux enfants de repérer des objets et de se déplacer d'un local à l'autre, toujours dans un but thérapeutique. Le deuxième étage est dédié à une clientèle adulte et pédiatrique en déficience visuelle et est conçu sous le thème du Tour du monde. Chaque bureau est décoré pour représenter un pays différent, créant ainsi une atmosphère immersive pour les bénéficiaires. Conscient des besoins spécifiques des personnes avec une déficience visuelle, l'étage du Tour du monde adopte un style plus épuré et simpliste, favorisant un traitement d'informations visuellement moins chargé. Le corridor et les bureaux ont été aménagés pour représenter la réalité. Par exemple, il sera possible de marcher à l'aide d'une canne blanche dans les locaux et bureaux avec des repères semblables qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Cet exercice permet à l'usager de pratiquer les déplacements dans un milieu sécuritaire. Les affiches avec de gros caractères ont également été apposées à des niveaux et emplacements stratégiques. Depuis la mise en place du projet Diversité il y a près d'un an, les retombées sont très positives. Les clients du centre de réadaptation bénéficient d'un environnement adapté, stimulant, créatif et inclusif, ce qui a un impact positif sur leur réadaptation et leur bien-être. Mme Rosemonde Landry, présidente directrice générale du C3S de Laurentides, a été impressionnée par ces décors. Elle affirme que cet aménagement exceptionnel est un exemple inspirant d'innovation. Elle tient à souligner l'engagement du personnel qui s'est mobilisé afin d'offrir à la clientèle un service hors du commun. Revenez-nous après la pause. Le C3S de Laurentides souhaite aviser la population d'une modification de dénomination pour une de ses installations. L'hôpital Laurentien, situé au 234 rue Vincent à Sainte-Agathe-des-Monts, se nommera dorénavant Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe. Le C3S précise que cela n'engendrera aucun changement à son offre de services au sein de cette installation et que comme plusieurs types de services se trouvent sous ce même toit, et non seulement les services hospitaliers, le nouveau nom officiel représentera davantage la réalité. Afin de sensibiliser la population à ce changement, le C3S, au cours des prochaines semaines, ajoutera à ses communications la mention « Anciennement Hôpital Laurentien » à la suite de Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe. La municipalité de Valmorin a annoncé l'obtention d'une aide financière totalisant 3 357 520 $ dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau. Octroyée par le gouvernement du Québec, cette enveloppe financière sera consacrée à la mise aux normes des infrastructures d'eau potable du secteur de la rue de la Rivière et du chemin de la gare à Valmorin.
Cette importante subvention permettra d'assurer plus de 66 % du coût total des travaux, qui se chiffre à 5 067 000 $, se déroulant entre l'automne 2023 et le printemps 2024 sur une distance d'un peu plus de 2 km. Ces travaux concernent principalement le remplacement de conduites d'eau vieillissantes dont la réfection était jugée prioritaire dans le plan d'intervention de la municipalité. Desservant 104 résidences, les tronçons touchés par les travaux sont donc les suivants. La rue de la Rivière, depuis la station de traitement des eaux usées de Val-David jusqu'aux limites de Val-David, la rue de la Rivière de la 10e avenue jusqu'à la 7e avenue, le chemin de la gare de la rue de la Rivière jusqu'à la 7e avenue. La mairesse, Mme Donna Salvati, mentionne que la réalisation de travaux de cette envergure ne pourrait être possible sans le soutien financier du gouvernement du Québec. Elle ajoute qu'en plus de la mise aux normes des conduites d'eau potable vieillissantes, la municipalité profitera de l'occasion pour procéder à la réfection pleine largeur de l'asphaltage des rues ciblées par les travaux, ce qui offrira un accès plus adapté aux cyclistes et aux piétons entre le cœur du village et la piste multifonctionnelle du Petit Train du Nord. Les travaux, qui débuteront à l'automne 2023, devraient se terminer au printemps 2024. Les détails concernant l'échéancier de ce chantier et les entraves à prévoir à la circulation seront communiqués ultérieurement par la municipalité sur son site web dans la section Info Travaux. Fondé en 1938, l'hôtel Le Chanteclair fut pendant près de 50 ans synonyme de Sainte-Adèle et de la villégiature dans la région des Laurentides. Plusieurs restaurants, commerces, activités touristiques et même secteurs résidentiels se sont développés en symbiose avec ces opérations. Golf, nautisme, tennis, équitation, ski et une panoplie d'autres activités de plein air se côtoyaient jadis sur ces terres, en plus des autres usages hors site qui ont fait de Sainte-Adèle le joyau touristique des Laurentides. Aujourd'hui, la fonction hôtelière n'est plus, mais l'importante propriété du Chanteclair demeure et son potentiel de développement est indéniable. De plus, les propriétaires des différents sites du secteur travaillent activement à élaborer des projets de développement, lesquels révèlent les limites des infrastructures municipales et de la réglementation en place. C'est pourquoi la ville de Sainte-Adèle fait le choix de planifier le développement de ce secteur de façon globale. La ville souhaite donc entendre les réflexions de la population afin d'établir une vision directrice pour ce grand chantier de réflexion. L'objectif de ce processus n'est pas d'approuver un projet de développement. Cette étape suivra la procédure habituelle le moment venu. Pour l'instant, la ville de Sainte-Adèle cherche à définir les paramètres pour encadrer le développement de ce secteur. Le processus de consultation se fera en 2 étapes. Dans un premier temps, les Adélois sont invités à compléter un questionnaire en ligne. Les informations ainsi recueillies mettront la table à une consultation publique qui aura lieu dans un 2e temps. Le questionnaire est disponible sur le site web de la ville. Le parc du Mont-Loup-Garou est en nomination pour un prix Excellence de l'Association québécoise du loisir municipal dans la catégorie municipalité ou arrondissement de 10 000 à 24 999 habitants. Ces prix remis annuellement lors de la conférence du loisir municipal visent à souligner les initiatives des municipalités et à reconnaître le travail novateur et bénéfique des professionnels en loisir municipal. La remise des trophées Otium se déroulera à Sherbrooke le jeudi 28 septembre. Fier du succès remporté par le programme Accès Loisirs Pays d'en haut depuis son implantation, les villes de Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Mornight, Sainte-Anne-des-Lacs, Piémont et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson poursuivent leur association afin d'offrir en collaboration avec le garde-manger des Pays d'en haut ce programme qui permet aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu la possibilité de participer à des activités de loisirs gratuitement. Cette opportunité permet à la clientèle de briser l'isolement et de participer à la vie sociale au même titre que tous les autres citoyens, et ce, dans le respect et la confidentialité. Les inscriptions pour la session du printemps se dérouleront le lundi 11 septembre de 13h à 16h dans les locaux de l'organisme Garde-manger du Pays d'en haut, situé au 100 rue Morin à Sainte-Adèle, et le mercredi 13 septembre de 9h30 à 11h au sous-sol de l'église, situé au 205 rue principale à Saint-Sauveur. Afin d'être admissible au programme, vous devez être membre de l'organisme Le Garde-manger des Pays d'en haut ou présenter une preuve de revenus de l'année 2022. Les citoyens des villes participantes pourront s'inscrire aux activités offertes et ce totalement gratuitement.
Les activités proposées varieront en fonction des places mises à la disposition par les organismes de loisirs et les villes partenaires. Notez que les activités proposées dans le cadre de ce programme seront dévoilées sur place seulement. L'organisme n'est pas en mesure de dévoiler les activités à l'avance. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le service des loisirs de votre municipalité. Si vous êtes un organisme intéressé à offrir des places de loisirs gratuitement, communiquez avec Mme Geneviève Côté à l'adresse courriel gcoté@vdsa.ca. En raison des travaux présentement en cours sur la rue Lantier, le débarcadère scolaire a été déplacé sur la rue La Fontaine entre les rues Claude-Grégoire et Saint-Jean à Sainte-Adèle. Ce débarcadère temporaire sera en place jusqu'au 15 septembre. La ville invite les parents à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance et souhaite une très bonne rentrée aux enfants. Nous sommes maintenant avec M. René Cloutier, qui est directeur général du réseau Avant de craquer. M. Cloutier, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Comment allez-vous? Ça va bien, oui. Merci de m'avoir accueilli, M. Pépin. C'est la moindre des choses de donner du temps d'antenne à un organisme comme le vôtre qui travaille pour une cause si importante. Pouvez-vous rapidement nous dire ce qu'est le réseau Prêt à craquer et dans quelle direction il travaille pour quelle clientèle? Oui, le réseau Avant de craquer, c'est le regroupement de 51 associations réparties dans absolument toutes les régions du Québec. Et ces associations-là sont dédiées exclusivement aux proches en santé mentale. Donc, ce sont des associations qui offrent des services gratuitement de soutien psychosocial, de répit, d'accompagnement, d'information, de formation aussi, pour aider les proches dans leur rôle important d'accompagnateur des personnes qui ont un trouble de santé mentale, que ce soit des parents, des enfants, des conjoints, des collègues d'études, de travail. Donc, nous, on soutient ces proches-là qui vivent des situations parfois exigeantes et qui nécessitent de l'aide. Oui, parlez-moi de ces situations exigeantes-là, parce que c'est une chose travailler avec les gens qui ont des troubles de santé mentale, mais c'est une autre chose entièrement de faire ce que vous faites, ce qui est, c'est des actions préventives ciblées sur les proches aidants pour que ces personnes-là ne glissent pas dans le chemin qui va les mener à eux-mêmes avoir des troubles de santé mentale. Donc, c'est de la prévention que vous faites? C'est de la prévention, mais aussi c'est du soutien pendant des situations difficiles. Du soutien, par exemple, en donnant des formations sur comment prévenir, apaiser des situations de crise, ce qui permet de réduire le recours à des services préhospitaliers ou hospitaliers ou spécialisés en santé mentale. Donc, on a un impact important sur la pression que subit le réseau de la santé en faisant de la prévention. Mais aussi, on sait que les proches sont souvent tout autant affectés par la maladie mentale de la personne qu'ils accompagnent. Donc, c'est important d'être conscient que ces proches-là ont besoin aussi de soutien pour prévenir la détresse psychologique, pour aussi pour leur offrir de l'écoute, parce que ces proches-là, souvent à cause de la stigmatisation encore très présente en santé mentale, évitent même de parler de la problématique dans leur famille de maladie mentale. Donc, ces proches-là, puis bien souvent, on dit que, selon les chercheurs, particulièrement les enfants, ils sont 15 à 20 fois plus à risque eux-mêmes de développer éventuellement un problème de santé mentale. Donc, on agit, oui, en prévention, mais aussi pendant que ces proches-là vivent des situations plus compliquées. Ils ont besoin d'en parler. Et malheureusement, les intervenants qui offrent des soins aux personnes qui ont un trouble de santé mentale oublient bien souvent de les impliquer dans le processus de rétablissement, mais oublient aussi de demander à ces personnes-là, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui aurait besoin d'être soutenu, accompagné? Notamment, avez-vous des enfants? Avez-vous un conjoint, une conjointe qui aurait besoin de soutien lui-même? Et on est là pour ça et c'est pour ça qu'on signe des ententes de référencement avec
les équipes cliniques, mais aussi avec les services de police pour pouvoir les accueillir puis les soutenir. C'est ça, donc réseau avant de craquer. Le verbe craquer, c'est une métaphore, c'est symbolique pour ce moment où la personne traverse la ligne et développe elle-même un trouble de santé mentale. Et vous avez dit vous-même que ces personnes-là qui vivent avec un parent dans ces conditions-là, 15 à 20 fois plus aptes à en développer un eux-mêmes. Est-ce qu'on a des études pour définir les raisons de ça? Est-ce que c'est le stress, c'est le chaos quotidien de devoir jongler avec tout plein de choses? Quelles sont les conditions ou les circonstances qui sont le plus propices à faire développer un trouble du genre chez un proche aidant? Oui, puis si on prend l'exemple des enfants qui ont un parent qui a un trouble de santé mentale, on sait qu'un enfant sur 5 ou un jeune sur 5 a un parent avec un trouble de santé mentale au Québec. Donc, qu'est-ce que ces jeunes-là vivent, par exemple? Bien, souvent, ils baignent dans la problématique de maladie mentale dès leur plus jeune âge et ils ne sont pas nécessairement conscients des impacts que ça peut avoir sur leur vie sociale. Et comme ils sentent souvent qu'ils sont seuls là-dedans, ils n'en parlent pas, ils ne connaissent pas les ressources, donc ils peuvent développer une détresse psychologique à la longue puis avoir toutes sortes de sentiments, par exemple, des sentiments de culpabilité, parce que, bon, est-ce que je suis la cause du trouble de santé mentale? Est-ce que j'ai des inquiétudes parce que je pense que moi aussi, inévitablement, je vais devenir comme mon parent? Il y a toutes sortes de sentiments que les jeunes vivent et les moins jeunes aussi par rapport à la situation. Et donc, il faut aller au-devant des jeunes en particulier qui ne viennent pas chercher de l'aide parce qu'ils ne savent pas d'abord qu'il y a des ressources, ils ne sont pas nécessairement toujours conscients de ce dans quoi ils baignent. Et c'est pour ça qu'il faut aller dans les milieux qu'ils fréquentent, il faut aller vraiment les repérer puis les sensibiliser sur ce qu'ils vivent, qu'ils ne sont pas les seuls, puis qu'il y a des ressources aussi pour les accompagner là-dedans. Est-ce que la méthode la plus efficace pour combattre cette propagation-là du développement de troubles mentaux chez les jeunes proches aidants qui ont des parents qui ont des troubles de santé mentaux, est-ce que c'est tout simplement la discussion? Est-ce que c'est prendre des gens qui ont des circonstances similaires, les mettre dans une pièce puis les faire discuter pour qu'ils puissent réaliser que je ne suis pas seul, je ne suis pas la cause de ceci chez mon parent. Regardez, je vois tous les autres qui partagent les mêmes circonstances que moi et ce soutien-là est très, très, très bénéfique pour eux. Oui, c'est ça. Comme les jeunes n'osent pas parler de ce qu'ils vivent, il faut les amener d'abord à en parler, comme on dit, sans filtre. Hein. Notre projet s'appelle Aider sans filtre. Parce qu'on pense que les jeunes vont être ceux qui vont aider à changer cette culture-là en santé mentale, de tabous, de préjugés. Donc, si on veut changer cette culture-là, ben, il faut amener les jeunes à en parler plus librement. Comme quand on a un problème de santé physique, hein, on en parle plus facilement. Donc, il faut en arriver à ça en santé mentale. Il faut être capable d'en parler. Pour ce, ben, on a embauché 35 jeunes qui se promènent à travers le Québec pour aller les rencontrer dans les milieux que les jeunes fréquentent. Les écoles, les maisons de jeunes, les clubs sportifs, etc. Donc, il faut aller au-devant des jeunes parce que les jeunes ne viennent pas chercher des services. C'est ça, vous appelez ça un programme de vigie que vous appelez, je crois, des vigies oui, santé? Oui, c'est ça. Alors, ces 35 jeunes qu'on appelle des agents de sensibilisation qui se promènent, ben, un coup qu'ils ont rencontré un groupe, ben, ils vont aller dans d'autres groupes, ils vont se promener, ils vont offrir des services à ceux qui viennent cogner à notre porte. Mais ce qu'on vise avec la fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, c'est d'instaurer un réseau de vigies. Donc, un coup que les 35 jeunes ont été dans un milieu, ben, on essaie de recruter des jeunes qui vont dire « Moi, je veux accepter d'être une vigie, donc je vais être attentif à ce que les jeunes autour de moi vivent. Et quand je dénote quelqu'un qui file moins bien, qui aurait besoin de soutien, ben, à ce moment-là, je vais être en mesure de référer ce jeune-là dans une des associations ou dans une autre ressource qui pourrait l'accompagner. Donc, c'est important, ce projet-là, qu'on appelle le projet pour les jeunes vigies, c'est d'identifier des jeunes, puis on espère qu'il va y avoir des centaines et même des milliers de jeunes au fil du temps qui vont s'identifier comme vigies et pouvoir à ce moment-là dire « Hey, regarde, t'es pas seul à vivre ça, il y a des ressources, j'en connais,
ce serait important là, que tu ailles chercher du soutien avant que ça soit trop lourd sur tes épaules, puis tu n'as pas à te sentir seul là-dedans. Donc, c'est le projet Est-ce qu'il qu'on y est a en des, train de faire. est-ce qu'il y a des, quels sont les signes précurseurs ou les symptômes, si on veut, auxquels il faut être attentif si on a si les jeunes vigient, ceux qui veulent devenir des vigies, qu'est-ce qu'ils doivent regarder? Pourquoi ils doivent être à l'affût chez leurs jeunes collègues, amis, membres de la famille pour déterminer, pour trouver ces signes de détresse-là? Ce qu'on a constaté, c'est que souvent les jeunes hésitent à parler de leur situation à un adulte, hein, un intervenant, un professionnel, un éducateur. Et les jeunes vont plutôt s'en parler entre eux. Donc, les vigies n'auront pas à faire une démarche proactive. Là. Ils vont avoir un collègue d'études, de travail, qui va venir se confier, dire, bon, c'est pas facile, j'ai un parent qui vit avec un trouble de santé mentale, etc. Donc, les jeunes vigies, ben, ils vont pouvoir à ce moment-là être mieux outillés pour aider ce jeune-là. Donc, on peut être vigilant en remarquant qu'un collègue, ben, il s'isole, il est plus absent à l'école parce qu'il doit compenser à domicile pour certaines tâches, tout ça. Mais la, la façon la plus naturelle, ça va être vraiment d'être à l'écoute Mhm. des gens autour qui vont se confier. Ces jeunes qui sont proches aidants d'adultes qui ont des troubles de santé mentale, d'une certaine façon, puisqu'ils sont mis dans des circonstances, ils sont forcés de prendre plus de responsabilités à un très, très, très jeune âge. Donc, d'une certaine façon, ils perdent un petit peu une partie de leur jeunesse. Est-ce que, donc, il est important pour ces jeunes-là de faire des activités ou de les remettre dans des situations où ils sont en mesure de retrouver leur jeunesse, de retrouver leur insouciance ou de juste retrouver ce caractère qui fait d'eux des jeunes? Vous le décrivez très bien, c'est que ces jeunes-là voient leur vie de jeunesse affectée. Souvent, ils sont plus isolés socialement, ils ont plus de difficultés au niveau de la réussite scolaire, puis même bien souvent vont être affectés dans leur projet d'avenir. Donc, c'est important que ces jeunes-là prennent conscience de ce qu'ils vivent, puissent mettre des limites. Hein, ça n'empêche pas d'aimer la personne qui est aidée, qui est accompagnée, mais il faut que ces jeunes-là respectent aussi ce qu'ils veulent vivre, ce qu'ils sont, qu'ils retrouvent des activités sociales quand sont moins présentes. Et donc, c'est tout ça que nos associations apportent en soutenant ces jeunes-là, c'est de leur faire prendre conscience, bon, c'est bien là, ce que tu fais pour accompagner, mais il ne faut pas que tu t'oublies là-dedans. Il faut que tu penses à toi parce que tu dois préserver ta propre santé mentale. Tu dois pouvoir mettre des limites hein, pour pouvoir respecter, toi, ce que tu es prêt à faire pour aider ton parent ou ton frère, ta soeur ou ton collègue. Donc, c'est ça. Donc, il faut que ces jeunes-là préservent effectivement le plus possible leur vie de jeunesse. C'est un moment qui est charnière, on le sait, dans le développement. C'est là qu'on développe notre personnalité, qu'on se donne des projets, qu'on s'active dans toutes sortes d'activités de sport ou des activités de C'est à loisirs. cette période c'est à cette période de notre vie qu'on se définit. Et ces personnes-là, ces jeunes-là, proches aidants, s'ils ne font pas attention, vont se retrouver à être définis par leur situation, à être définis par le fait que tous les jours, ils doivent prendre soin de leurs proches qui ont un trouble de santé mentale. Et il faut remédier à ça parce que si ta vie est définie par une chose comme celle-là, tu perds tout plein d'expériences, tu perds tout plein de facettes de la vie qui valent la peine d'être vécues. Oui, effectivement. Puis ce que les chercheurs nous disent, c'est que, comme on disait tantôt, sont 15 à 20 fois plus à risque eux-mêmes de développer un trouble à cause de ça. Parce que ça devient lourd hein, dans les épaules, sur les épaules d'un jeune, d'absorber des responsabilités qui normalement sont dévolues aux adultes. Hein. Mais bon, et voilà, tout l'objectif là, du programme, du projet là, qu'on a, c'est vraiment de rejoindre les jeunes et les aider à bien vivre cette situation-là. Vous avez dit quelque chose tantôt que j'ai trouvé très, très, très intéressant et je veux m'adresser à ça. Si vous avez dit il faut déstigmatiser la santé mentale, il faut enlever les filtres, il faut les retirer.
Donc, les jeunes, dans cette situation-là, lorsqu'ils sont ensemble ou lorsqu'ils sont avec des intervenants du réseau, ils doivent enlever les filtres, ils doivent ne pas avoir peur d'en parler. Par contre, le filtre, j'imagine qu'il doit être remis en place lorsque les jeunes sont en présence de leurs proches qui ont un trouble de santé mentale. Ou est-ce que même dans ces situations-là, c'est encouragé ou peut-être même bénéfique d'enlever le filtre et de voir le jeune discuter avec son parent de ça, ou est-ce que c'est trop délicat comme sujet et il faut l'éviter? C'est pas nécessairement facile d'aborder le sujet, par exemple, avec son parent qui a un trouble de santé mentale, C'est mais ça. les jeunes qui nous ont dit, bon, moi, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'en ai parlé ouvertement avec mon parent, je lui ai fait prendre conscience des impacts que ça avait sur moi, etc. Mais en sorte grandi, et puis même la relation avec le parent s'est améliorée. Et ça facilite à ce moment-là qu'ils puissent se respecter mutuellement dans leurs attentes, puis mieux vivre leur relation, parce que c'est quand même des relations familiales, parentales, filiales, tout ça qui sont extrêmement importantes de part et d'autre. Et ça peut arriver parfois que c'est difficile à vivre, mais il faut que le jeune, à ce moment-là, vraiment soit accompagné, puis soit aidé pour pouvoir cheminer avec Mhm. son parent ou la personne que le jeune accompagne. Lorsque le jeune a cette conversation ou prévoit avoir cette conversation avec son parent, ce jeune-là doit tranquillement pas vite se remplir d'un si grand sentiment de culpabilité parce que le raisonnement, c'est mon parent est affecté par une condition qui change sa vie à tous les jours à une énorme échelle. Et moi, je m'apprête à avoir une conversation avec mon parent sur comment ma vie est affectée par son trouble. Donc, ça doit être extrêmement délicat et difficile d'aborder ce sujet-là lorsqu'il est centré autour de comment ça m'affecte moi plutôt que comment ça affecte eux. Oui, c'est pour ça que ça se prépare. C'est pour ça qu'on a des intervenants qui sont Mm-hmm. spécialisés dans ce que les proches vivent, dans tous les rôles qu'ils vivent en tant que personne qui a besoin de soutien, en tant aussi qu'accompagnateur. Ce sont des discussions qui se préparent. Il peut y avoir plusieurs rencontres justement pour amener le jeune à être plus à l'aise d'exprimer ses sentiments, puis euh, et d'attendre le bon moment là, pour pouvoir échanger avec son parent ou d'autres personnes que le jeune accompagne. Donc, ça se prépare, puis c'est pour ça qu'il faut les soutenir là-dedans. C'est d'autant plus difficile quand le jeune baigne dans cette situation-là dès son plus jeune âge. Donc, euh, c'est plus difficile à ce moment-là d'apporter des changements. Ouais. C'est ça. Est-ce que les intervenants du réseau, j'imagine que oui, sont parfois mis devant une situation où la situation, c'est le jeune ne connaît pas d'autres réalités que ça. Tu sais, vous venez de le dire. Si le jeune vit là-dedans depuis son plus jeune âge, il ne connaît rien d'autre. He knows no other thing. C'est sa réalité, c'est sa vie entière. Et donc, est-ce que ça doit être encore plus difficile agir avec ces jeunes-là pour les sortir de la seule réalité qu'ils connaissent? Bien sûr, ça dépend de chaque jeune. Il y en a qui Mm-hmm. ont plus d'outils pour s'affirmer, pour faire face à la situation. Mais c'est ça qui nous étonne, c'est quand on fait des rencontres de jeunes, par exemple à l'université, puis les jeunes viennent nous voir en nous disant je pensais que j'étais seul là-dedans, je pensais Mm-hmm. pas qu'il y avait des ressources, c'est la première fois que j'en entends parler. Ça nous étonne toujours parce que, comme on se disait, un jeune sur cinq a un parent avec un trouble de santé mentale. Donc, ça dénote à quel point euh, euh, de se révéler ou de parler de maladie mentale, c'est encore très difficile au Québec, même si on en entend parler de plus en plus dans les médias, les artistes se révèlent, etc. Mais quand ça nous touche directement, euh, c'est compliqué, puis on a toujours peur du regard de l'autre quand on aborde ce sujet-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller au-devant des jeunes. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent à nous. Ils ne sont pas conscients nécessairement qu'ils sont dans cette situation-là et qu'il y a moyen de sortir le mieux possible d'une situation où on se sent prisonnier, on se sent obligé de faire
des tâches ou prendre des responsabilités qui ne devraient pas nous appartenir. Donc, il faut aller au-devant des jeunes. Réseau avant de craquer, vous avez dit une 60aine d'organismes font partie du réseau. Les intervenants, les spécialistes de ces organismes-là, est-ce qu'ils offrent des services relativement similaires ou est-ce que c'est aussi diversifié que ça pourrait l'être? Oui, c'est assez harmonisé d'une association à l'autre. Donc, ce sont des groupes d'entraide, du soutien offert par des professionnels. Ça peut être aussi du soutien offert par des pairs, hein, des gens qui vivent la même situation. Ça peut être des formations. Il y a beaucoup d'informations sur notre plateforme web, puis il y a des sections vraiment adaptées aux jeunes. Ça vaut la peine d'aller explorer toute l'information, les outils, les trucs que les jeunes se donnent hein, pour se passer à travers des situations. Donc, il y a plein de vidéos, de balados. Donc, les jeunes qui sont plus réfractaires à aller chercher de l'aide en personne, ben, peuvent d'abord explorer cette plateforme-là, puis ils vont avoir plein d'informations, puis ça va pouvoir les orienter vers les meilleures ressources pour les aider. Est-ce que c'est important pour les organismes qui font partie du réseau de toujours être en quête de perfectionnement pour leurs intervenants? Parce que la santé mentale, c'est toujours évolutif, c'est toujours changeant. Donc, les gens qui interviennent là-dessus doivent toujours être en mouvement et également adapter leur méthode. Donc, j'imagine qu'un intervenant en santé mentale n'a jamais fini, si on veut, son éducation ou le perfectionnement de ses façons de faire. Effectivement, comme on est pratiquement les seuls à offrir du soutien aux proches, donc on a la responsabilité d'offrir des services de qualité. Donc, on a des formations, de la formation continue, on a des ententes avec des équipes de chercheurs qui permettent de nous tenir à jour sur les meilleures pratiques. On a plusieurs projets de recherche avec des équipes de recherche d'à peu près toutes les universités du Québec. Donc, puis on a en plus un processus de certification pour s'assurer de la qualité des services, mais aussi de la bonne gestion des ressources à notre disposition. Alors, c'est un réseau d'associations qui est vraiment proactif pour offrir la meilleure qualité de service possible là, aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, en fait, de tous les proches de tous âges. Qu'est-ce qui est plus important pour un intervenant? Est-ce que c'est avoir le côté et les connaissances théoriques, savoir ce que dit la recherche, comment intervenir dans telle situation, ou est-ce que c'est le côté humain où tu peux être en face d'un jeune puis dire « Oh mon Dieu, la théorie dit de réagir ou d'agir ou de faire ceci, mais je suis persuadé en ayant côtoyé ce jeune qu'il réagirait de la mauvaise façon. » Donc, au diable la théorie, dans cette situation-ci, je sors mon côté humain et je change ma façon de faire qui va être plus adaptée aux jeunes que j'ai devant moi. Oui, comme ce sont des intervenants qui ont une formation psychosociale, donc oui, ils ont des outils cliniques, mais chaque intervention, chaque relation est vraiment adaptée, personnalisée à ce que vit le proche. Alors, on peut imaginer que toutes les situations sont possibles et les proches arrivent avec plus ou moins de bagages, je dirais, et réagissent différemment à la situation. Donc, chaque intervention est personnalisée aux besoins, que ce soit le jeune ou l'adulte qui vient chercher des services. Puis, pour le côté humain, en plus des intervenants qui ont la formation pour ça, bien, on développe de plus en plus une approche par des pairs aidants. Donc, d'autres proches qui ont vécu des situations similaires et qui sont en mesure de partager leur vécu, puis la façon dont ils ont réussi à s'approprier, je dirais, le respect d'eux-mêmes dans tout ça, mettre des limites. Alors, selon les besoins, bien, ça peut être un père aidant, famille qu'on appelle, ça peut être un intervenant et la combinaison de tout ça, des groupes d'entraide aussi, hein, où là, les proches partagent leur vécu. Donc, selon le besoin du proche qui se présente dans l'association, bien, on adapte les services à la demande selon les besoins. C'est ça, je vois comment le rôle du père aidant peut être clé, dans le sens où souvent je ramène tout au sport parce que j'en ai fait beaucoup.
dans le sport, si mon entraîneur n'était pas un ex-athlète ou s'il avait jamais fait ce qu'il me demandait de faire, je ne t'écouterai pas parce que tu ne connais pas ma réalité. Donc, j'imagine que ça peut être la même chose. Si un jeune proche aidant se fait parler ou se discute avec quelqu'un qui n'a pas vécu ça, qui n'a pas vécu sa réalité, je vois comment ce serait plus facile mettre de côté ce que cette personne-là dit. Par contre, si je sais que cette personne-là a vécu la même chose que moi, je vais être beaucoup, beaucoup plus ouvert à tout ce qu'elle me dit parce que son expérience la remplit d'une sagesse que moi, j'ai encore à acquérir. C'est exactement ça. C'est une belle comparaison avec le monde du sport ou quel que soit le milieu. Alors, le père aidant famille qu'on appelle, ben c'est quelqu'un qui a eu le temps de cheminer et qui reçoit aussi une formation. Hein. Ça ne s'improvise pas nécessairement parce que il y a une révélation hein, du vécu. Il y a une façon aussi de partager son vécu. Alors, ces pères aidants famille ont aussi une excellente formation pour savoir comment intervenir. Et ça crée un lien de confiance, hein, comme vous dites. Et puis, ça donne un exemple aussi d'espoir, hein, que oui, je peux passer à travers, puis avoir une vie satisfaisante malgré les difficultés que je suis en train de vivre. C'est vraiment une approche qui est en émergence au Québec, implantée ailleurs dans le monde et sur laquelle on met beaucoup d'importance là, pour répondre à ce besoin particulier. Des fois, c'est le premier contact que ça permet. Hein? Donc, les pères aidants familles peuvent être présents même dans les milieux cliniques, puis à ce moment-là, faire un premier contact avec la famille, les proches, pour dire, ben si tu as besoin de soutien, je suis là, je sais ce que tu vis, je suis passé par là. Et ça crée comment dire, plus de facilité pour que le proche accepte d'en parler puis d'aller chercher de l'aide. Souvent, les proches, quand ils viennent à l'association, c'est pas tellement pour eux-mêmes, c'est pour la personne qui a un trouble de santé mentale. Les proches s'oublient bien souvent. Alors, le père aidant famille, ben lui, il va pouvoir dire, il faut aussi penser à toi là, dans tout ça. Puis on peut t'aider là-dedans. Monsieur Cloutier, réseau avant de craquer, où est-ce qu'on trouve l'information là-dessus, le site web, les réseaux sociaux, si je veux m'informer à propos du réseau, où est-ce que je trouve ça? Oui, facilement, si vous voulez aller sur notre plateforme web, c'est avantdecraquer.com. Puis, il y a tellement d'informations, là, il y en a pour tous les besoins, je vous dirais, d'informations, de soutien, d'outils. Si vous préférez passer par le téléphone, on a une ligne unique au Québec qui permet de rediriger la personne vers l'association de sa région, une des 51 associations. Alors, c'est le 1-855-272-7837. Monsieur Cloutier, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était super intéressant. Merci également pour tout le travail que vous et les autres membres du réseau Avant de craquer font pour cette cause si importante. Merci, merci, merci. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité d'en parler. C'est la moindre des choses. Passez une super belle journée. Au revoir. Lors de la séance du Conseil du 21 août dernier, la mairesse de Sainte-Adèle, Michèle Lalonde, a fait l'annonce des affectations de l'excédent de fonctionnement non affecté. Rappelons que le rapport financier 2022 de la Ville de Sainte-Adèle, déposé le 15 mai 2023, faisait état d'un excédent de fonctionnement de 5 204 844 $ pour l'année 2022. De ce montant, un total de 4 770 000 $ a été réservé et sera réparti comme suit. 750 000 $ pour la réfection du réseau d'aqueduc, 1 million de $ pour la réfection du réseau d'égouts, 750 000 $ pour des projets en environnement, 770 000 $ pour le pavage de côtes selon le PTI 2023-2025, 500 000 $ pour des projets de logement abordables et pour le terrain pour un futur établissement scolaire, 1 million de $ pour des dépenses hors budget pour les changements climatiques. Il reste donc un excédent de fonctionnement accumulé non affecté de 1 246 000 $ après affectation. La mairesse explique qu'en plus d'affecter des sommes importantes aux besoins de première nécessité, comme l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts, la Ville veut créer des réserves en prévision de projets ou d'initiatives
pour lesquelles elle juge pertinent d'accumuler les sommes nécessaires, telles que la pénurie et l'accès des logements abordables, les besoins du milieu scolaire et les enjeux environnementaux. Elle ajoute que la Ville doit également se préparer à faire face à des situations exceptionnelles ou imprévues, en priorisant la mise à niveau des infrastructures, les projets en environnement, l'amélioration du réseau routier, l'aménagement de logements durables, l'aide à l'implantation de nouvelles écoles et en affectant des sommes pour faire face au changement climatique, dont les impacts sont de plus en plus considérables. La Ville souhaite consacrer son excédent de fonctionnement à des projets structurants dans une optique de développement durable. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts désire aviser les citoyens de la fermeture de plusieurs rues jusqu'au 15 octobre pour des travaux de réfection de la chaussée. Les rues concernées pour lesquelles la circulation locale sera permise seulement sont la place des Jardins, le chemin Régent, le chemin Gérald, le chemin André. Des signaleurs seront présents aux abords du chemin du Petit Bonheur, où la circulation sera possible sur une voie en alternance. Pour toute demande de renseignement, communiquez avec la Ville en tout temps par téléphone au 819-326-4595 ou à l'adresse courriel info.travaux@vsadm.ca. Loisirs Laurentides est heureux d'annoncer la nomination de M. Martin Richer de Saint-Jérôme au titre de lauréat régional 2023 du prix de bénévolat en loisirs et en sport Dollard Morin, prix prestigieux qui lui sera remis par le ministère de l'Éducation lors d'une cérémonie à Québec le 13 octobre prochain. Martin Richer a commencé son aventure avec le ski de fond en s'impliquant avec le club Fondeurs Laurentides, et ce depuis 1997. Son apport à cet organisme est immense, à commencer par la continuation de la Coupe des Fondeurs qui n'a cessé de croître depuis son arrivée en raison de son innovation face aux défis. Également, son talent de rassembleur permet de recruter plusieurs bénévoles, de les former et de les garder longtemps au sein de l'organisme. Avec son leadership, il aime partager ses connaissances afin de former la relève bénévole. Passionné, il ne compte pas les heures, les journées de congés prises et les heures de bénévolat qu'il offre au club chaque année. Chef de compétition, membre du comité organisateur, adjoint à l'organisation d'événements et responsable du contact avec les partenaires, il y a très peu de postes que M. Richer n'a pas occupés au sein de cette organisation à un moment ou à un autre. Plus précisément, il a été impliqué dans le conseil d'administration de 1999 à 2021, fait partie du comité de course de 2004 à aujourd'hui. Il est impliqué dans le 24 heures de ski de fond et le défi automnal. Il a participé à la mise en place des écoles de ski et des programmes jeunesse de 2000 à aujourd'hui. Ces programmes accueillent aujourd'hui plus de 450 jeunes. Il est l'instigateur du projet de ski à l'école de la remorque mobile de ski offerte aux écoles de la Commission scolaire Rivière-du-Nord. Le ski de fond est une passion pour M. Richer et il a su la transmettre à toutes les personnes avec qui il a collaboré. Il participe activement au déploiement de l'activité physique pour tous par ses projets, priorisant l'accessibilité et la gratuité pour les enfants. Une soirée reconnaissance en l'honneur de M. Richer se déroulera le 27 octobre prochain à la Vieille Gare en collaboration avec la Ville de Saint-Jérôme. Le ministère de l'Éducation a mandaté Loisirs Laurentides pour la gestion et la coordination du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activités physiques et de plein air. Connu dans la région sous le nom de « Avec Loisirs Laurentides, on bouge », ce programme a pour objectif de soutenir financièrement les organismes locaux ou régionaux dans la réalisation de nouveaux projets ou la bonification de projets existants pour favoriser directement la pratique régulière d'activités physiques par l'ensemble de la population québécoise, quel que soit l'âge, le sexe, le revenu, les capacités, la culture ou le milieu de vie des personnes. Loisirs Laurentides vous invite à soumettre votre projet dans le cadre de ce programme à compter du 5 septembre. La date limite pour déposer un projet est le vendredi 29 septembre 2023 à 16 h. Les organisations admissibles sont celles qui cherchent à faire découvrir ou redécouvrir à la population le plaisir d'être actif physiquement, les organisations qui cherchent à offrir des activités physiques et de plein air sous différentes formes, dont des activités d'initiation et de découverte, dans le but de contribuer au sentiment de compétence, d'autonomie et d'appartenance à son milieu, les organisations qui cherchent à augmenter les occasions de pratique en organisant des activités ou des événements offerts au plus grand nombre de personnes, les organisations qui
qui cherchent à accroître les possibilités d'être actifs physiquement en aménageant ou en réaménageant des espaces publics, les organisations qui cherchent à rendre accessible à la population du matériel durable en bon état et sécuritaire, les organisations qui cherchent à créer des événements sportifs se déroulant dans la région des Laurentides. Les projets doivent être réalisés entre le 1er novembre 2023 et le 31 mars 2024. Les activités de cueillette, de chasse et de pêche ne sont pas admissibles à ce programme. Une session questions et réponses au sujet de ce programme a eu lieu le jeudi 7 septembre 2023. Sorry, c'est juste long. c'est long que ça déroule. Là. Fuck, je m'excuse, man. Ah. Jeudi, mais c'est passé. Ouais, c'est ça, mais c'est pas grave. Puis là, il faut que je dise revenez-nous après la pause. Ok, mais t'as pas donné l'adresse? Ouais, mais c'est pas nécessaire. Bénévolat. C'est pas nécessaire. C'est un mot chiant, moi. Fait que. On s'en va à la pause. Ouais. Fait que est-ce que je dis revenez-nous après la pause? On est à la pause. En avril dernier, la MRC des Laurentides annonçait des travaux de réfection sur le Petit-Indre du Nord par le pavage d'un tronçon de plus de 18 km entre Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Blanc. Les travaux sont achevés et cette piste est aujourd'hui de nouveau accessible et prête à accueillir tous les utilisateurs. Ce projet a été mis sur pied afin de corriger de nombreuses problématiques techniques et environnementales dans le but d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'expérience des utilisateurs. La réalisation de cette réfection a été rendue possible grâce à la participation financière de plusieurs partenaires ainsi qu'à l'octroi de plusieurs subventions des gouvernements provinciaux et fédéraux. Reconnue pour ses problèmes de drainage et d'assises instables et sablonneuses, cette portion du parc représentait un bon défi pour certains utilisateurs. Grâce à l'amélioration du drainage et du pavage de la surface de roulement, cette piste est aujourd'hui praticable et sécuritaire. Les utilisateurs peuvent de nouveau profiter du parc en toute sécurité. La pratique du vélo, de la marche et du patin sont désormais possibles. Ce projet d'envergure qui relie les deux principaux pôles urbains entre les bornes kilométriques 52 et 70 entre Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Blanc s'est décliné en deux phases. La première consistait à améliorer le drainage en bordure du tronçon, la seconde en la réfection de la surface de roulement puis le pavage subséquent. Le remplacement de la criblure de pierre par de l'asphalte était la solution la plus appropriée pour répondre aux enjeux environnementaux. Le pavage demeure encore à ce jour et après de nombreuses recherches et mandats à différents experts la meilleure solution. La MRC des Laurentides tient à remercier le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le ministère des Affaires municipales, Infrastructure Canada et Sentiers transcanadiens pour leur participation financière et leur préoccupation à rendre accessible à tous les citoyens cette infrastructure régionale et ainsi encourager les saines habitudes de vie. La MRC des Laurentides tient aussi à souligner le travail de l'équipe de la Corporation du Parc linéaire Le Petit Train du Nord qui a travaillé de concert avec la MRC afin de faire le lien avec les usagers et les partenaires et de veiller à la diffusion de l'information pendant la durée des travaux. Dans le cadre de son entente de développement culturel, la Ville de Mont-Laurier vous invite à participer au concours Coup de cœur pour ma ville jusqu'au 22 septembre prochain. Vous êtes inspiré par les paysages, les activités ou encore par la communauté. Exprimez votre amour pour la Ville de Mont-Laurier en produisant une œuvre d'art. Pour y participer, vous devez faire parvenir votre création entre les trois formes d'art suivantes, soit la littérature, la photographie ou le cinéma. Il y a également un volet jeunesse. Votre œuvre doit être envoyée par courriel à ramsey@villemontlaurier.qc.ca ou déposée à l'Hôtel de Ville ou par la poste à l'adresse 300 boulevard Albini-Paquette à Mont-Laurier, code postal J9L1J9. Vous courez la chance de remporter l'un des 4 chèques cadeaux d'une valeur de 40 $ à l'Espace Théâtre. Une exposition des créations aura lieu le samedi 30 septembre prochain à l'Espace Théâtre dès 18 h où les gagnants seront dévoilés. Un jury déterminera les œuvres gagnantes ainsi que celles qui seront exposées. À l'occasion de leurs actions en matière de prévention des incendies sur le territoire, la MRC d'Antoine Labelle et 6 services de sécurité incendie organise la deuxième édition des Portes ouvertes dans 7 casernes de pompiers du territoire le samedi 16 septembre de 10 h à 15 h.
Ces portes ouvertes visent à faire de la prévention incendie auprès de la population de la MRC. Conseils de prévention incendie, activités, visites des casernes et rencontres avec des pompiers sont à l'horaire. Cet événement est gratuit et ouvert pour toute la famille. Les portes ouvertes se dérouleront dans les casernes de pompiers suivantes. Au 242 6e avenue à Fermeneuve, au 575 rue Belle-Rive à Mont-Laurier, au 1259 boulevard des Ruisseaux à Mont-Laurier, au 68 rue du Pont à Mont-Saint-Michel, au 2107 chemin Tour-du-Lac à Nominègue, au 84 rue Notre-Dame à Notre-Dame-du-Lot, au 1520 chemin du Rapide à Rivière-Rouge. Pour plus d'informations sur les portes ouvertes, vous êtes invité à contacter votre service de sécurité incendie. Vous trouverez également toutes les coordonnées sur le site web de la MRC d'Antoine-Labelle. Dans le cadre de son programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, la MRC d'Antoine-Labelle lance son 4e appel de projet auprès des propriétaires d'immeubles admissibles. Cet appel est ouvert du 6 septembre au 8 décembre 2023, ayant pour objectif d'augmenter le nombre d'interventions par le milieu municipal en faveur de la préservation du patrimoine immobilier de propriété privée. Cet appel de projet invite les propriétaires d'immeubles patrimoniaux à faire une demande d'aide financière afin de préserver ou de restaurer leur immeuble par des travaux, des études ou des services conseils. Les travaux de préservation comprennent les interventions qui visent à consolider les éléments structurants, à prévenir la détérioration, en plus de freiner la dégradation de divers éléments d'origine. Ils ont pour objectif de maintenir un bon état de conservation d'un bâtiment. Les travaux de restauration, quant à eux, comportent la remise en état ou le remplacement d'éléments d'origine avec des matériaux et des savoir-faire ancestraux. Quelle que soit la nature des travaux, ceux-ci permettent à la MRC d'Antoine-Labelle de maintenir, entretenir et mettre en valeur le patrimoine immobilier du territoire en plus de le transmettre en héritage. Les propriétaires admissibles au programme recevront une lettre mentionnant l'admissibilité de leur immeuble. Cette dernière est définie par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et concerne les immeubles construits avant 1975 qui bénéficient d'une mesure de protection attribuée en vertu de la loi sur le patrimoine culturel ou la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Dans ce dernier cas, l'immeuble doit également être reconnu comme ayant un intérêt patrimonial supérieur dans l'inventaire du patrimoine culturel de la MRC d'Antoine-Labelle. À cet effet, une enveloppe d'approximativement 33 000 $ est présentement disponible pour la réalisation de projets admissibles. Selon le type d'intervention à réaliser, les propriétaires admissibles pourraient se prévaloir d'un remboursement entre 60 et 75 % des dépenses admissibles. À Saint-Donat, la limite de vitesse permise sur l'ensemble des chemins municipaux sera dorénavant de 40 km/h sauf exception, puisque certaines vitesses ont été fixées à 30, 50 ou 60 km/h. Indiqués par des panneaux de signalisation qui seront installés jusqu'au 13 octobre prochain, les nouvelles limitations ont été déterminées après une analyse rigoureuse de nombreux facteurs, notamment la présence de pistes cyclables ou multifonctionnelles, la présence d'écoles, de parcs municipaux et d'espaces communautaires, la visibilité, le dégagement latéral, la largeur de la chaussée et le nombre de voies, la géométrie, la densité des habitations, la longueur de la section du chemin. La municipalité demande la collaboration de tous les usagers de la route afin de respecter le Code de la sécurité routière et l'affichage présent sur le territoire. Il reviendra à la Sûreté du Québec de faire appliquer cette nouvelle réglementation en vigueur depuis le 11 juillet dernier, mais qui sera pleinement effective à l'automne lorsque les panneaux de signalisation seront tous installés. Mont-Tremblant a entamé en 2023 l'élaboration de sa planification stratégique pour les prochaines années. Après avoir réalisé une première étape de concertation avec les élus et les directions de services, la Ville convie maintenant la population tremblantoise à participer à cette démarche afin de développer une vision commune du futur de Mont-Tremblant et réfléchir ensemble aux moyens à mettre en place pour y arriver. 2 dates de consultation sont proposées, soit le samedi 16 septembre de 9h30 à l'Hôtel de Ville et le mercredi 20 septembre de 18h à 21h à l'église du village. Les ateliers se tiendront en présentiel uniquement. Les rencontres se dérouleront sous forme d'ateliers et seront animées par Humance, consultant mandaté par la Ville pour l'accompagner dans cette démarche collaborative. Pour participer, vous devez être âgé de 16 ans ou plus et être résident ou propriétaire d'un immeuble commercial. Réservez votre place dès maintenant à villedemonttremblant.qc.ca/consultation.
Dominique Laverdure, conseillère municipale et mairesse suppléante, explique que la Ville sollicitera la participation des résidents pour réfléchir à bâtir un futur sain, équilibré et durable pour la population actuelle et les générations à venir. Elle ajoute que les citoyens sont invités à partager leurs aspirations pour la belle région, ainsi qu'à identifier les enjeux qui les préoccupent et les besoins qui restent à combler pour bonifier leur qualité de vie au quotidien. La population de Mont-Tremblant est invitée à participer à la corvée de nettoyage des cours d'eau qui aura lieu le samedi 16 septembre de 8h30 à 14h. D'année en année, cette activité qui vise à retirer un maximum de déchets des rives et du lit de la rivière du Dable, ainsi que du ruisseau Clair, se déroule dans une atmosphère d'entraide et de convivialité. Les personnes intéressées doivent s'inscrire à l'aide du formulaire en ligne disponible à villedemonttremblant.qc.ca/corvée et choisir entre le nettoyage à pied du ruisseau Clair ou le nettoyage de la rivière du Dable à bord d'une embarcation. Les bénévoles seront attendus au site de rassemblement derrière l'hôtel de ville afin d'y recevoir les consignes, des sacs à ordures et des gants de latex sur demande. À la fin de l'activité, un dîner sera offert aux participants au parc au fil de l'eau, gracieuseté de IGA Mont-Tremblant. Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec le service de l'environnement et du développement durable au 819-425-8614 ou à environnement@villedemonttremblant.qc.ca. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.